Ils ont affiché 75% à l'écran et ils ont demandé à un pays entier de baisser la tête. Pas de débat, pas de respiration, juste un chiffre présenté comme une vérité sacrée. Mais un chiffre annoncé dans le silence forcé n'est jamais neutre. Il est produit, il est encadré, il est protégé. Quand l'Internet s'éteint avant le vote, ce ne sont pas seulement des réseaux qui disparaissent, c'est la possibilité de vérifier, c'est la capacité de témoigner, c'est le droit de comparer ce qui est dit avec ce qui est vécu. On peut proclamer 75% des voix, mais comment prétendre posséder 75% du cœur d'une nation en lui coupant la langue? Comment célébrer une victoire quand l'adversaire est encerclé par l'armée dans sa propre maison? Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une tension passagère, c'est une architecture. Les vieux régimes ne craignent pas le bulletin, ils craignent l'éveil. Ils savent que voler une victoire est plus simple que voler un futur, alors ils tentent les deux. Ils disent « Regardez les centres de dépouillement », mais la vraie scène est ailleurs. Dans les rues surveillées, dans les téléphones muets, dans les chambres où les jeunes regardent un écran noir pendant que les résultats deviennent miraculeusement parfaits. Une élection sous blackout numérique, sous déploiement militaire, avec des morts dans les rues, n'est pas une compétition ordinaire. C'est un message. Le message est simple, la stabilité d'abord, la voix ensuite, l'ordre avant la vérité, le chiffre avant la légitimité. Et quand un score écrasant monte pendant que le coût humain grimpe en bas, il ne demande pas des applaudissements, il impose une question, pas seulement est-ce légal, mais qu'est-ce que ce chiffre cache et qu'est-ce qu'il prépare? Parce qu'une fois que ce type de victoire est accepté, le silence devient normal, la peur devient procédure et l'exception devient système. Les chiffres continuent de tomber propres, lisses, presque trop cohérents pour un pays sous tension. Plus de 75% pour l'homme au pouvoir, moins de 20% pour celui qui incarne la rupture. Et au même moment, un autre fait circule plus discrètement. Le principal opposant est confiné, ses déplacements bloqués, ses communications restreintes, son quartier verrouillé par les forces de sécurité. Ce parallélisme n'est pas anodin. Un candidat omniprésent sur les médias d'État, l'autre réduit au silence physiquement et numériquement. Quand l'arbitre, le terrain et le haut-parleur appartiennent au même camp, le résultat cesse d'être seulement un résultat, il devient une démonstration de pouvoir. On nous dit avancer, le pays doit continuer. Mais avancer vers quoi exactement? Vers une normalisation où l'opposition existe tant qu'elle ne dérange pas, vers une démocratie où la participation est tolérée mais la contestation encadrée. Là où cela devient continental, c'est dans le regard des jeunes. L'Ouganda n'est pas un pays âgé, son âge médian tourne autour de 17 ans. Pourtant, celui qui s'avance vers un nouveau mandat dirige depuis près de 40 ans. Ce décalage crée une tension silencieuse. Une génération entière n'a jamais connu d'alternance. Elle a grandi avec le même visage au sommet de l'État et la même promesse répétée. Stabilité, encore et toujours. Certains y croient sincèrement. Ils voient les routes, les écoles, l'ordre relatif et disent « il a tenu le pays debout ». Cette perception existe et ne peut être effacée, mais en face, il y a une autre réalité, celle de jeunes diplômés sans emploi, de villes connectées mais surveillées, de voix politiques nouvelles qui mobilisent, puis se heurtent à des murs invisibles. Quand une élection censée cristalliser ce conflit générationnel se conclut par un écart écrasant, beaucoup ne voient pas un choix. Ils voient une répétition et une question s'installe dangereuse parce qu'elle est rationnelle. Si même une vague de jeunesse se brise ainsi, alors à quoi sert encore le bulletin? Cette question ne s'arrête pas aux frontières. Elle circule déjà d'écran en écran, de pays en pays. À ce stade, on invoque toujours le même bouclier, les observateurs. Ils étaient nombreux, accrédités, nationaux et internationaux. Donc, nous dit-on, le processus doit être crédible, mais l'observation a ses angles morts. Un badge ne traverse pas un blackout, un rapport ne remplace pas une population connectée, et aucune mission, aussi sérieuse soit-elle, ne peut mesurer ce qui ne se dit plus par peur. Lorsque l'Internet est coupé, la démocratie perd son oxygène, la surveillance citoyenne s'effondre, les preuves se fragmentent, et le récit officiel devient le seul récit audible. Ce n'est pas un détail
bataille technique, c'est une stratégie. Dans ce type de configuration, l'élection n'est pas conçue pour être volée brutalement, elle est gérée, encadrée à l'avance, sécurisée contre l'imprévisible. C'est ce que beaucoup d'analystes appellent une continuité administrée. Tout semble fonctionner, mais rien ne peut vraiment déraper. Les chiffres arrivent vite, trop vite pour un climat aussi tendu. Pendant que les écrans annoncent un vainqueur confortable, une autre information circule à voix basse. Des morts, des blessés, des affrontements. Chaque fois que je vois un tableau de score s'illuminer pendant que des familles pleurent, je ne parle pas de victoire. Je parle de rupture, parce qu'un vote qui coûte des vies sans ouvrir d'espace politique réel envoie un message brutal aux jeunes. Participer peut être plus dangereux que se taire. À partir de là, la confiance s'érode. Pas d'un coup, par couches successives. Ce n'est pas l'élection qui tue la démocratie, c'est l'accumulation de scrutins où la peur est plus visible que le choix. Et quand cette logique s'installe, les conséquences dépassent le pays concerné. D'autres jeunesses observent, elles comparent, elles apprennent que les urnes peuvent être tolérées tant qu'elles confirment l'ordre existant. Elles apprennent que l'alternance est possible en théorie mais coûteuse en pratique. Une fois cette leçon intégrée, une chose change profondément, le bulletin cesse d'être une promesse. Il devient un risque calculé. Officiellement, le discours reste calme. Il y a eu des incidents isolés. La sécurité était nécessaire. Les institutions ont fonctionné. Mais sous cette langue maîtrisée, une autre réalité s'impose. Le lien entre pouvoir et jeunesse se fragilise. Dans un pays où la majorité n'a jamais connu d'alternance, chaque scrutin qui se termine par une victoire écrasante du même centre de pouvoir renforce une impression dangereuse. Le changement est théorique, pas opérationnel. Et ce sentiment ne naît pas d'une émotion soudaine, il s'accumule. Blackout après blackout, déploiement militaire après déploiement militaire, résultat massif après résultat massif. Ce schéma finit par produire une logique perverse. Si les élections ressemblent à des cérémonies de confirmation, alors d'autres arènes deviennent plus attractives. La rue, les réseaux informels, les mobilisations difficiles à contrôler. Ce n'est pas une menace, c'est une conséquence. Quand l'espace institutionnel se ferme, l'énergie politique ne disparaît pas, elle se déplace. Les dirigeants aiment parler de stabilité, mais une stabilité qui dépend du silence n'est pas une fondation, c'est un couvercle. Et chaque fois que ce couvercle est renforcé par la force, la pression en dessous augmente. La jeunesse africaine observe cela avec lucidité. Elle voit un homme au pouvoir depuis 4 décennies, présenté comme le garant de l'ordre. Et en face, une génération nombreuse, connectée, frustrée, qui cherche une place. Quand ces deux réalités se rencontrent dans une élection verrouillée, le message transmis dépasse largement les frontières nationales. Le système se protège avant d'écouter. À partir de là, une autre question s'installe, plus profonde. Si la stabilité exige la peur, alors que se passera-t-il le jour où la peur ne suffira plus ? Ce jour-là, aucune majorité affichée ne protégera le système, parce que la légitimité ne se stocke pas dans des chiffres. Elle se renouvelle par la confiance, et la confiance, une fois perdue, ne se décrète pas. Elle se reconstruit difficilement ou elle se remplace par la contrainte. C'est cette bifurcation que cette élection rend visible, pas encore explosive, mais clairement dessinée. C'est ici que la question de la succession commence à peser plus lourd que le score lui-même, parce que 75% ne répondent pas à la seule interrogation qui compte vraiment à long terme. Après lui, quoi ? 40 années au pouvoir ne sont pas seulement une longévité politique, elles transforment l'État. Les institutions s'habituent à un centre unique, les carrières, les loyautés, les sécurités personnelles s'organisent autour d'un seul pôle. Dans ce type de système, chaque élection ne tranche pas l'avenir, elle le retarde. Officiellement, rien n'est préparé, aucune transmission annoncée, aucune feuille de route claire. Mais officieusement, tout le monde observe la montée d'un cercle familial et sécuritaire de plus en plus visible. Les rumeurs de dynastie ne naissent pas du vide. Elles émergent quand un régime préfère la continuité interne au risque de l'ouverture, quand l'alternance devient une menace existentielle plutôt qu'un mécanisme normal. Un nouveau mandat sans clarification sur l'après n'apporte pas la stabilité, il repousse simplement le choc, et plus ce choc est repoussé, plus il devient coûteux.
Pour la jeunesse, le message est limpide. Le système pense à sa survie avant de penser à leur avenir. Il protège ses équilibres internes pendant que des millions cherchent une place économique, sociale, politique. C'est ici que l'élection ougandaise cesse d'être un événement national. Elle devient un signal continental. Partout, les jeunes comparent les mêmes scènes, des dirigeants vieillissants, des institutions fermées, des élections sous haute surveillance, des scores massifs qui ne dissipent jamais le doute. À force de répétition, une conclusion s'impose. Les urnes seules ne suffisent pas à produire la légitimité. Quand une victoire arrive sous blackout, sous tension, avec des morts, elle n'apaise pas. Elle crispe. Quand un leader gagne sans offrir de perspective inclusive, il ne stabilise pas. Il concentre le futur entre quelques mains, et quand ce futur est concentré trop longtemps, il devient fragile. La véritable question n'est donc pas de savoir si ce résultat sera validé, il le sera probablement. La vraie question est plus inconfortable. Combien de temps un système peut-il demander à une jeunesse majoritaire d'attendre, de se taire, de patienter, pendant que les mêmes visages se transmettent le pouvoir? Chaque année, sans réponse claire, transforme la patience en cynisme. Et le cynisme est le carburant le plus dangereux pour une démocratie, parce qu'à partir du moment où une génération cesse d'y croire, elle ne cherche plus à corriger le système, elle cherche à le contourner. C'est précisément là que le mot stabilité commence à se fissurer. On le répète comme un talisman. Mais plus il est invoqué, plus il révèle sa fragilité. La stabilité réelle ne nécessite pas de coupure nationale d'Internet, elle ne demande pas des soldats au carrefour politique, elle ne s'annonce pas pendant que des ambulances circulent. Quand un pouvoir doit anesthésier l'information pour traverser une élection, ce n'est pas de la confiance, c'est de la gestion du risque. Et cette gestion n'est pas improvisée, elle est le produit de décennies d'apprentissage. Le système a compris où la pression pouvait surgir, il a appris quand fermer, quand desserrer, quand afficher des chiffres suffisamment larges pour décourager toute contestation crédible. Ce n'est pas de la panique, c'est une méthode. Mais chaque méthode a un coût invisible. À force de présenter l'ordre comme une victoire, le pouvoir transforme la paix en discipline. Et une paix disciplinée ne survit jamais longtemps à la démographie. Parce que la réalité est simple, une société très jeune, gouvernée par une formule très ancienne, accumule une dette politique. Cette dette n'apparaît pas dans les budgets, elle s'inscrit dans les conversations privées, dans les groupes fermés, dans la manière dont les jeunes parlent de l'État, non plus comme d'un projet commun, mais comme d'un obstacle à contourner. C'est là que le risque s'élargit, pas aujourd'hui, pas demain, mais structurellement, car lorsque les élections cessent d'être perçues comme des moments de vérité, elles perdent leur fonction de soupape. La frustration ne s'exprime plus par le vote, elle cherche d'autres canaux. C'est ce que beaucoup de dirigeants africains refusent de regarder en face. Ils pensent gérer le présent, mais ils hypothèquent le futur. Et le futur ne se négocie pas avec des chiffres, il se négocie avec des générations. L'Ouganda montre ici un scénario que d'autres pays reconnaissent immédiatement. Un régime qui gagne encore, mais qui convainc de moins en moins. Un État fort en surface, mais dépendant de mécanismes de contrôle de plus en plus lourds. À ce stade, la question n'est plus qui a gagné cette élection. La question devient combien de temps ce modèle peut-il encore fonctionner sans rupture majeure? Parce qu'une chose est certaine, une stabilité qui ne repose pas sur le consentement actif de sa jeunesse n'est pas durable. Elle est simplement en attente de son moment de vérité. C'est pour cela que cette élection laisse un goût particulier, pas seulement en Ouganda, mais dans toute l'Afrique qui regarde. Elle renforce une idée déjà dangereusement répandue. Les élections peuvent changer les chiffres, mais rarement le système. Pour beaucoup de jeunes, ce constat n'est pas idéologique, il est empirique. Ils ont vu des campagnes vibrantes se terminer dans le silence. Des espoirs massifs se dissoudre face à des appareils parfaitement huilés. À force, une bascule psychologique s'opère. On ne se demande plus comment gagner, on se demande à quoi bon. C'est là que réside le vrai risque. Pas dans la contestation immédiate, mais dans le décrochage progressif. Une jeunesse qui cesse de croire au vote ne devient pas automatiquement violente, mais elle devient distante, ironique, pragmatique,
politique d'une manière sombre. Elle investit moins les partis, moins les institutions, et plus les stratégies de survie individuelle. À l'échelle d'un continent jeune, ce retrait est explosif à long terme. Les dirigeants qui s'appuient sur des scores écrasants oublient une chose essentielle: l'obéissance n'est pas l'adhésion, le calme n'est pas la paix, et la répétition n'est pas la légitimité. L'Ouganda offre ici une image claire. Un pouvoir qui gagne encore, mais qui doit sécuriser toujours davantage pour y parvenir, un opposant qui perd officiellement, mais dont le récit survit précisément parce qu'il est contenu. Ce type de configuration ne produit ni vainqueur durable, ni opposition morte, il produit une attente tendue. Et cette attente ne se dissipe pas, elle se transmet d'une élection à l'autre, d'un pays à l'autre. C'est ainsi que se construisent les grands basculements, pas par un événement unique, mais par l'accumulation de moments où le système montre ses limites. Ce que l'Afrique observe aujourd'hui, ce n'est pas seulement un résultat, c'est un avertissement silencieux. Si les urnes cessent d'incarner l'espoir, d'autres formes de mobilisation finiront par le faire. La question n'est pas si cela arrivera, la question est quand et sous quelle forme. Ce que révèle vraiment ce 75%, ce n'est pas une victoire éclatante. C'est une fracture soigneusement contenue, une fracture entre chiffres et ressenti, entre procédure et consentement, entre un pouvoir qui se prolonge et une jeunesse qui attend toujours son tour. L'histoire jugera peut-être ce scrutin comme légal, mais la mémoire collective, elle, retiendra surtout les conditions. Le blackout, la peur, les morts, le silence imposé au moment même où la voix aurait dû compter. On peut gouverner longtemps avec la force des institutions, on ne gouverne jamais durablement contre l'imaginaire d'une génération entière. À ceux qui se félicitent aujourd'hui, une vérité demeure, il y a un trône bâti sur le silence, repose sur du sable, il tient tant que la mer est calme, mais il ne résiste jamais à la marée démographique. À ceux qui se sentent vaincus, un autre rappel s'impose. Une élection n'est pas la fin d'un combat politique, elle en révèle simplement l'état. La jeunesse africaine n'est pas naïve, elle observe, elle compare, elle apprend que le changement ne vient pas d'un miracle électoral isolé, mais d'années d'organisation, de discipline, de protection des espaces civiques et de refus collectif de normaliser la peur. L'Ouganda n'est ni une exception, ni une fatalité. Il est un miroir tendu à tous les systèmes qui confondent contrôle et légitimité, un miroir tendu à toutes les jeunesses qui hésitent encore entre le retrait et l'engagement. La question finale n'est donc pas qui a gagné cette élection. La vraie question est plus inconfortable. Quel type d'avenir est en train d'être fabriqué et à quel prix humain? Parce que l'ère du président permanent ne s'achève jamais par une annonce officielle. Elle s'achève le jour où une génération décide de ne plus jouer un rôle écrit sans elle. Et ce jour-là, aucune coupure d'Internet, aucun chiffre parfait, aucune démonstration de force ne suffira à arrêter ce qui aura déjà commencé.